éviter l'inceste à tout prix. Alors croyez-le ou non, c'est une citation qui vient de la bouche de George R.R. Martin lui-même, l'auteur des livres. Et même s'il faut dire que le contexte autour de cette citation se veut plus comique que réellement sérieuse, faut dire qu'elle est quand même assez ironique, vu le résultat de l'épisode 1 de la saison 3 de House of the Dragon. Je veux dire les pauvres, quoi qu'il arrive, tous les Targaryens qui ont les cheveux noirs, ils finissent par se faire brutalement assassiner, d'une manière ou d'une autre. Et particulièrement après que A Knight of the Seven Kingdoms soit sorti, avec la mort de Baelor Targaryen à la fin du tournoi, faut quand même dire que cette année, on a eu 2 Targaryens aux cheveux bruns qui ont été tués dans une série Game of Thrones. D'ailleurs, petit aparté, mais 2026 c'est quand même la première année où on a 2 saisons de 2 séries Game of Thrones différentes la même année. Mais bon, si j'ai bien sûr utilisé cette citation pour ouvrir la vidéo, la mettre dans le titre, etc., c'est aussi déjà parce que ça renvoie directement à un des événements les plus choquants et les plus inattendus qui s'est déroulé dans ce premier épisode de la saison 3, mais aussi parce que je pense que ça renvoie à un sujet beaucoup plus important qui évidemment ne fait que ressurgir qu'à chaque fois qu'une saison d'House of the Dragon revient sur le petit écran, mais qui en plus ne fait qu'amplifier selon les épisodes et les saisons, alors qu'honnêtement en 2026 je pense pas vraiment qu'elle ait encore une raison de vivre. Donc comme vous l'avez pu le voir, dans l'épisode 1, il y a ce moment où Aemond embrasse sa mère Alicent sur la bouche. C'est un acte qui avait été déjà présent dans les fuites, et dont on avait même eu des screenshots de la scène en particulier avant qu'elle ne sorte ce lundi matin. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui renvoie un peu à la scène où Daemon est à Harrenhal et où il a une vision où justement il a un rapport sexuel avec sa propre mère. Et sur les réseaux sociaux, les 2 gros points de contention en fait, qui ont vraiment divisé les fans, c'était principalement l'inclusion de cette relation incestueuse qui, au cas où je le précise si c'était pas assez clair, mais n'est clairement pas voulue par Alicent, hein, et bien sûr, tous les changements qui ont été effectués autour de la bataille du gosier à la fin de l'épisode, qui vous allez voir sont quand même beaucoup plus complexes que ça en a l'air. Alors déjà, je tiens à dire que, franchement, cet épisode ne m'a pas déçu, surtout parce qu'ils avaient vendu quelque chose d'incroyable, une bataille navale à une ampleur qui n'a jamais été vue dans les séries Game of Thrones et même dans les séries du genre. Et franchement, je m'attendais à beaucoup moins, parce que c'était aussi quelque chose en fait qui a été avancé sur la saison dernière de House of the Dragon, mais au final, celle-ci manquait un peu d'action. Au cas où, si vous n'étiez pas au courant d'ailleurs, si c'est le cas, c'est justement parce que le premier et le deuxième épisode de la saison 3 d'House of the Dragon devaient à la base être l'épisode 9 et l'épisode 10 de la saison 2. Et pour des raisons techniques, notamment liées à la grève des auteurs chez HBO, ils ont dû couper la saison 2 au 8ème épisode, et donc du coup reporter ces 2 épisodes, ces 2 premiers épisodes à la saison 3. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'impression que l'épisode va un peu vite, malgré qu'il fasse plus d'1 heure, et qu'il avance très très vite de scène en scène, c'est justement parce que c'était pas censé être l'épisode 1 d'une saison 3 en fait. Mais franchement, à part ça, je veux dire la bataille est incroyable, la performance des acteurs, il y a absolument rien à dire, c'est juste parfait. Peut-être quand même le petit détail qui tue, c'est que la scène où Rhaenyra se fait enfermer dans sa chambre, il a été déjà établi dans l'épisode 2 de la saison 2, où il y a le combat contre les 2 frères Cargill, que cette même pièce, elle a 2 portes en fait. Et d'ailleurs on peut la voir, la porte qui est à l'autre côté de la pièce, dans un des shots. Donc bon, ça c'est quand même, ça peut être considéré quand même comme une erreur de continuité, mais qui n'est pour moi pas bien grave. La mort de Jace absolument incroyable. Il y a un degré pour moi de réalisme en fait dans la scène, et dans la symbolique en fait des moindres actions, comme le simple fait que Jace prend la décision alors qu'il est en train de couler de se détacher de Vermax son dragon et donc du coup en fait de l'abandonner. La manière dont il se fait abattre par une flèche qui vient hors de l'écran sans la moindre musique et dont vous arrivez à presque ressentir ce qui lui passe par la tête en fait pendant qu'il s'allonge dans l'eau pour mourir. Enfin pour moi c'était incroyable. Je veux retenir surtout particulièrement la performance de, je crois que son nom c'est Abubakar Salim, qui joue Aline de Karen, donc le fils bâtard de Corlys Velaryon, celui qui est chauve. Quand même faut dire que son personnage se bat incroyablement bien, et vous l'aurez sûrement reconnu comme l'acteur qui a prêté son corps et sa voix à Bayek de Siwa dans le jeu Assassin's Creed Origins, qui est un de mes préférés d'ailleurs. Mais je voulais vraiment rebondir sur les thèmes qui ont été mis en avant dans l'épisode 1, déjà parce que j'ai personnellement envie d'en parler, mais aussi parce que je pense que ça illustre bien un des plus gros problèmes en fait de la communauté Game of Thrones en 2026. Moi je trouve ça fou qu'on ait à la 3ème saison
de House of the Dragon, et qu'il y ait encore des gens qui s'offusquent et qui prennent les armes sur les réseaux sociaux, sur le fait que la série n'est pas une adaptation parfaite du livre, alors que à ce jour, il n'y a aucun épisode, d'aucune série Game of Thrones qui n'est jamais sorti et qui respecte les livres à 100%. Game of Thrones ne respectait pas les livres dès l'épisode 1, rien que de par le fait que l'âge de certains personnages sont différents, et que la toute première scène du prélude se passe certes légèrement mais différemment que dans les livres. C'est la même chose pour House of the Dragon, et même si on est plus proche d'une série qui est plus facilement adaptable avec A Knight of the Seven Kingdoms, il y a aussi beaucoup de choses ajoutées qui sont par définition des changements comparés au livre. Même si ça peut paraître controversé ces temps-ci, je pense que, de un, toutes les personnes qui pensent que la série n'est pas assez fidèle au livre Feu et Sang, bah vous devriez tout simplement aller relire Feu et Sang. Parce que de un, n'importe quel auteur ou critique littéraire de bonne foi pourrait reconnaître que Feu et Sang c'est un livre qui est inadaptable comme tel à l'écran. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un livre qui se déroule de la même manière que la saga principale Game of Thrones. Ce n'est pas un livre où on est dans l'intimité des personnages, où on est dans les points de vue. On peut même considérer qu'en soi il n'y a quasiment pas d'arc narratif, ni même de personnages en tant que tel dans Feu et Sang. Parce que Feu et Sang, il se veut comme un récit historique des événements de la Danse des Dragons. D'ailleurs, on peut même considérer que George R.R. Martin ne l'a écrit qu'à moitié sérieusement. Parce que de base, ce n'était qu'une collection de notes qu'il avait fait lui-même pour créer le lore, en fait, des anciens rois Targaryens pour sa série principale, et qui ont fini par devenir un livre, parce que, Martin, il a tendance à écrire beaucoup, mais il faut quand même considérer que, voilà, dans Feu et Sang, il y a des choses qui ne font aucun sens. Déjà, on va vite fait revenir sur le fait qu'il est inadaptable, dans le sens que, pour quasiment tous les événements principaux, il y a minimum 3 versions des faits. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, selon George, ce seraient les versions du nain de la cour Champignon qui seraient les plus proches de la vérité en général. Donc déjà, il faut prendre en compte que si vous voulez faire une série qui est 100% fidèle au livre, vous devez non seulement à chaque fois choisir quelle version des faits est la plus probable, mais en plus prendre en compte d'événements qui sur le papier ont peut-être l'air réalistes, mais qui à l'écran seraient impossibles à concevoir, et je vais y revenir plus tard. Le choix qui a été fait par la série House of the Dragon, ça a été de créer un peu son propre canon en fait, sa propre version des événements. Ce qui est encore une fois ce qui a toujours été le cas dans les séries Game of Thrones. Game of Thrones s'est très vite distancé des livres. Et en soi, ce serait sûrement le sujet pour sa propre vidéo, mais moi je suis prêt à argumenter que si Game of Thrones serait exactement pareil que dans les livres, la plupart des gens n'auraient jamais été intéressés. Et d'ailleurs, si vous êtes fan français de Game of Thrones, il y en a que très peu d'entre vous qui peuvent me dire de bonne foi le contraire, vu que avant que la série n'arrive en France, les livres s'étaient vendus à seulement un peu plus d'1 millier d'exemplaires. Donc bon, ça ferait que c'est quand même cocasse de dire que les livres sont meilleurs que la série. Prenez juste Dame Cœur de Pierre, qui, si vous n'avez pas lu les livres, est la version réincarnée de Catelyn Stark par, je crois que c'est Beric Dondarrion, après les Noces Pourpres, et qui devient une espèce en fait de sorcière zombie, vengeresse, qui accomplit tout un tas de choses après sa mort, et qui enlève toute sa part de réalisme. Surtout parce qu'elle ressemble littéralement à un zombie, quoi. Vous auriez imaginé ça dans la série ? Parce que si vous vous rappelez pas, quand même, Game of Thrones c'était justement connu pour être son aspect fantasy, oui, mais réaliste. Surtout à travers de sa politique. Mais bon, en soi, c'est encore plus le cas pour Feu et Sang. Non seulement de par la structure même du texte, c'est un livre qui est impossible à adapter comme tel sur le petit écran, mais en plus, l'on voit avec l'exemple, qui je pense est un exemple parfait en la matière de la bataille du Gosier, que c'est quand même assez difficile d'imaginer une adaptation fidèle et qui ferait quand même du sens avec la version des livres. Parce que dans les livres, comment ça se passe en fait ? C'est que les 2 derniers fils de Rhaenyra, donc Aegon et Viserys, sont envoyés à Pentos pour être mis en sécurité le temps de la guerre, sur un bateau qui s'appelle le Fol Abandon. Le Fol Abandon ou le Gai Abandon, je sais plus. Mais en gros, ils sont envoyés à Pentos. En chemin, ils se font arrêter par la Triarchie, qui les prend en otage. Et c'est là où on a une scène assez intéressante, où en fait, le plus âgé des deux, qui doit avoir à peu près 9 ans, Aegon, réussit à s'enfuir sur son petit dragon, mais vu que son dragon est trop petit et que Viserys n'a pas encore de dragon, il a juste un œuf, en fait il est un peu obligé d'abandonner son frère pour sauver sa peau. Et c'est ça qui déclenche la bataille du Gosier, justement parce que, en fait, Rhaenyra envoie les semences de dragon qui ici sont à Harrenhal, dans la série, et après on a
Jaehaerys et Bella qui viennent rejoindre l'action. Donc en gros, on a une bataille navale avec uniquement des bateaux en bois, où on a Hugh sur Vermithor, qui est le deuxième plus gros dragon du monde, hein, je le rappelle à cette époque-là. On a Ulf le Blanc sur Aile d'Argent, qui est je crois le troisième ou le quatrième plus gros dragon, je me souviens plus exactement. Ensuite on a Aline de Karen sur Fumée des Mers, qui est d'une taille je dirais moyenne. On a le personnage de Épine, qui est dans la série remplacé par Rhaena, et je vais revenir sur ce fait, qui combat cette fois 100% pour la cause des Noirs, et qui à ce stade est aussi un des plus gros dragons du monde, vu qu'il a à peu près 80 ans. On a Jaehaerys sur Vermax, qui est certes un jeune dragon, mais un dragon qui fait le taf, on l'a vu, hein. Et Bella sur Danse-Lune. C'est-à-dire qu'on a 6 dragons, parmi les plus gros du monde, dans une bataille uniquement navale, avec quelques dizaines de bateaux ennemis, et pourtant Jaehaerys est tué, marée haute et incendiée, la flotte Velaryon se fait décimer, et bien que c'est une victoire des Noirs, la triarchie réussit à s'enfuir avec une partie de ses bateaux, au lieu d'être complètement annihilée. Je suis désolé, mais ça fait aucun sens. Surtout quand on sait que Vermithor, quand il était plus jeune, a été à lui seul suffisant pour brûler toute une flotte dornienne qui avait été spécialement conçue pour envahir les 7 couronnes. Là, on parle d'une situation où il n'y a aucun dragon ennemi, et il n'y a absolument aucune raison pour qu'un seul des dragons soit tué, dans le camp des Noirs, mais qu'en plus que la triarchie ne soit pas complètement annihilée, dans l'optique où en plus ils n'ont même pas fui. Et c'est ce genre de truc que je veux pointer du doigt aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a cette obsession en fait, et pour moi à ce stade c'est une obsession, de vouloir que la série continue à suivre les livres, alors que depuis le début elle ne la suit pas, et elle a clairement tracé sa propre voie, mais en plus sa voie n'est pas une voie qui est mauvaise. On peut critiquer certains éléments du plot, bien sûr, il n'est pas parfait. Mais parmi tous les créateurs de contenu Game of Thrones, du moins anglophone, vous en trouverez très peu qui vous diraient ouvertement que vous serez plus diverti en lisant Feu et Sang qu'en regardant cette série, parce qu'il est impossible d'argumenter l'inverse, tout simplement. Et pour moi, c'est ça qui est aussi intéressant dans House of the Dragon, et pourquoi je trouve que la série avance dans une très bonne voie, comparée à la saison 2, c'est que, en fait, quand vous vous rendez compte que vous lâchez cette idée que quoi qu'il arrive, il faut que ce soit relativement similaire au livre, vous finissez par vous rendre compte qu'en fait, non seulement vous avez une meilleure expérience, mais qu'en plus, ce qui a été considéré souvent comme de la mauvaise caractérisation de certains personnages, mais c'est juste des gens qui essayaient d'implémenter en fait la vision qu'il avait de ce personnage du livre. Alors qu'en fait, dans la continuité que la série a établie, ce sont des personnages qui agissent de manière extrêmement logique. Et qu'à un certain stade, voilà, il faut juste comprendre qu'il y a le canon des livres et le canon des séries, et que c'est deux choses complètement différentes. C'est justement pour ça le cas d'Aemond qui embrasse sa mère. Mais on a toujours compris qu'Aemond, depuis la saison 1, depuis la saison 2, il avait une genre d'attirance malsaine pour sa mère. Déjà pour sa famille en général. Quand il était jeune, il disait qu'il voulait épouser Helena et qu'il accomplirait son devoir avec elle. Et il parle de sexe, mais à ce moment-là, ce sont des très jeunes adolescents. Donc à la limite, bon, on peut considérer que chez les Targaryens, frères et sœurs, c'est traditionnel. Mais encore faut-il qu'ils s'aiment, parce que c'est pas tout le temps le cas. Mais d'une certaine manière, en fait, un peu comme je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo sur le Chevalier Errant, qui s'était concentré un peu sur l'analyse du pouvoir, en fait, au sein de Westeros, on voit qu'à travers les deux pans de la famille Targaryen de l'époque de la Danse des Dragons, que même là, en fait, on a des personnages qui sont bouffés par le pouvoir, en fait. Que ce soit Aemond, Jaehaerys, Rhaena, ce sont tous des personnages qui ont la même chose en commun dans le sens où ils cherchent leur place dans le monde. Même Aegon et Rhaenyra, au final, qui sont au centre du conflit. Même Alicent, vous pouvez utiliser cette logique pour quasiment tous les personnages dans la série. Dans la saison dernière, on a vu qu'Aemond entretient cette relation un peu malsaine, en fait comme si elle était sa mère. Et on sait que dans le livre, il a une relation qui est montrée comme étant un peu similaire avec Alice Rivers, qui est à Harrenhal. Et pour continuer dans les motivations, Jaehaerys, dans cet épisode, alors qu'il a passé toute la saison dernière à être en quête d'identité, à essayer de prouver sa valeur en tant qu'héritier, en tant que futur roi, en tant qu'homme et aussi en tant que Targaryen, sachant que le fait qu'il soit dragonnier ne suffit pas pour lui-même et pour les autres en fait, pour être vu autrement que simplement un bâtard. Donc il est normal et totalement compréhensible qu'au moment où sa mère est finalement prête à risquer sa vie pour partir au combat, qu'il décide de prendre sa place. Il reste un adolescent tempétueux, hormonal et avec une ambition qui est compréhensible au niveau de son rang, et on le voit dans cette scène où il regarde Bella, où il l'invite à venir avec, où il a presque cette mentalité que d'un côté il veut venger son frère, mais de l'autre on a presque l'impression que la guerre pour lui
c'est un peu ce fantasme de l'aventure, surtout quand on a un dragon. Encore une fois, ça se comprend. C'est pareil pour Rhaena. Et pour Rhaena, ça va même encore plus loin. Parce que les gens se sont plaints qu'elle remplace Épine dans l'histoire. Sauf que je vais pas trop m'avancer pour les gens qui ne veulent pas se faire spoiler. Mais au final, quand on se rend compte, si vous prenez Rhaena et que vous lui donnez exactement la même histoire qu'à Épine, en soi c'est une bien meilleure histoire et c'est un bien meilleur personnage. Parce qu'Épine ne représente pas grand chose, à part le fait que ce soit possiblement la fille bâtarde de Daemon, et qu'ils ont possiblement une relation incestueuse l'un avec l'autre, mais quand bien même. Il y a beaucoup de gens qui ont théorisé que, après ce qui s'est passé à la bataille du Gosier, et selon certains éléments qu'on a déjà dans les trailers, que en fait, Rhaenyra va commencer à diaboliser de plus en plus Rhaena en fait, et de la blâmer pour ce qui est arrivé à Jaehaerys, tout au fur et à mesure de la saison, jusqu'au point qu'elle ordonne carrément à Daemon d'aller la chasser et d'aller la tuer dans le Val. Et je suis désolé, mais ça pourrait être 1000 fois plus intéressant que d'avoir pris le personnage de Épine des livres et de l'avoir mis exactement dans la série. Surtout sachant que dans les livres, Rhaena ne fait rien du tout. Alors qu'en soi, elle a un développement de son personnage qui est un peu le même qu'Aemond. Sachant qu'elle a grandi sans dragon et que Daemon la voyait comme la fille un peu inutile au final. Et d'ailleurs dans la guerre, ils l'ont envoyé littéralement garder les enfants quoi. Donc encore une fois, c'est normal. Même si en soi elle fait quelque chose qui n'est pas la décision la plus intelligente, parce qu'en soi elle trahit Rhaenyra, elle abandonne ses enfants. Et certes, elle va acquérir un nouveau dragon pour la cause des Noirs, mais c'est un dragon qu'elle ne pourra pas contrôler. Et d'ailleurs, j'adore ce petit détail de la série. Le fait que, certes, elle arrive avec voleur de moutons pour aider dans la bataille, sauf qu'elle n'arrive pas à le contrôler. Et on peut même théoriser, de la même manière que on a pu théoriser pendant la saison 1, que si Vhagar a arrêté d'obéir à Aemond pour finalement tuer Lucerys, c'est aussi parce qu'il y a cette connexion magique entre le dragon et son dragonnier, et que c'était sûrement en fait ce que ressentait vraiment Aemond, qui même s'il savait qu'il ne devait pas tuer Lucerys, l'haïssait pour avoir été la personne qui lui a arraché son œil. Donc il est possible que le dragon ait obéi sur ses vrais sentiments. Et de la même manière, on peut considérer que peut-être que Rhaena enviait sa sœur Bella pour avoir été toujours entre guillemets l'enfant favorite, à qui tout réussit, et elle en étant complètement l'opposé. Donc il y a des niveaux de texte et de sous-texte qui sont assez intéressants, et ça renvoie notamment à du lore. Aussi, de Feu et Sang. Par exemple, on a toute l'histoire avec Aéra Targaryen, qui basiquement est une princesse Targaryen qui avait envie de fuguer, qui revendique Balerion la Terreur Noire, sauf qu'elle est incapable de le contrôler, et Balerion l'amène supposément dans l'ancienne Valyria, et elle revient en fait complètement infestée de maladies, de blessures et de vers de feu qui ont des têtes humaines. Et en soi, c'est peut-être parce que justement, ce qu'elle voulait vraiment, c'était s'évader en fait de cette sphère royale. Et c'est ce qu'a fait Balerion, il l'a amené à l'endroit qui est littéralement le plus opposé d'un château, d'une monarchie, c'est-à-dire un endroit qui est littéralement en ruine et qui a été décimé par cette forme de pouvoir. Et avant de passer au cas le plus controversé qui je pense est celui d'Alicent, je voudrais quand même revenir sur quelque chose d'important qui est cette espèce de double standard incompréhensible qu'on a au sujet de Rhaenyra. C'est-à-dire tout le monde se plaint que Rhaenyra ne fait rien, alors que là elle était prête à partir à la bataille, on remarque. Ce qui est sûrement parce qu'elle avait cette impression qu'en fait elle était à ça d'acquérir le trône justement parce qu'elle faisait confiance à Alicent, qui en soi elle a eu raison de lui faire confiance parce qu'elle avait vraiment planifié de, entre guillemets, lui offrir la guerre. Mais bon, j'y reviendrai après. Donc en gros les gens se plaignent que Rhaenyra ne fait rien, tandis que dans les livres elle ne fait vraiment rien. Donc techniquement pour le coup, c'est en raccord avec les livres. C'est un choix qui est le plus malin, et c'est là qu'on voit que Feu et Sang est écrit justement plus comme un livre d'histoire. Évidemment on veut garder le prétendant hors du champ de bataille. Mais au niveau d'une histoire qu'on écrit au niveau des personnages, on ressent que peut-être qu'elle devrait faire quelque chose. Donc moi je trouve ça très drôle parce qu'il y a des gens qui veulent taper sur la série pour tout et pour rien mais qui savent même pas ce qu'ils veulent au final. Et pour le cas d'Alicent, je suis désolé de le dire mais déjà les gens l'imaginent comme son personnage des livres. Mais il faut se rappeler que le personnage des livres d'Alicent, c'est un personnage qui est extrêmement peu profond et inintéressant. C'est basiquement le cliché fantasy de la belle-mère marâtre et insupportable, qui a cette espèce de rivalité avec sa belle-fille, qui est, faut le dire dans les livres, traitée de manière presque misogyne, dans le cadre où ça donne vraiment l'impression que c'est deux femmes qui se battent pour savoir qui gardera les meubles une fois que le père et le mari sera mort, quoi. C'est presque un concours de tirage de cheveux, quoi. C'est très très peu profond, il n'y a rien d'intéressant, et les personnages sont pas du tout nuancés, et ils sont complètement caricaturaux, quoi.
Donc non seulement Alicent, elle aussi, elle ne fait rien dans les livres, mais c'est surtout que dans la série, jusque-là, on a eu une construction concrète, concise et réaliste de ses motivations. Et oui, il y a une époque où elles se détestaient avec Rhaenyra et elles avaient des raisons de se détester, mais je pense qu'avec du recul, la façon dont, après la mort de Viserys et pendant la saison 2, ils ont réussi en fait à se rapprocher d'une certaine manière, oui, ça a l'air complètement insensé quand vous prenez en compte les personnages des livres, ou le simple fait que ce sont, entre guillemets, deux leaders de factions opposées, mais la manière dont c'est amené rentre complètement dans le cadre que la série a elle-même intégré. Et oui, il y a des gens qui pensaient la saison dernière, parce que ça avait l'air un peu gros, que Alicent, qui vend basiquement la vie de ses fils, c'était un pas de trop, mais est-ce que ça en est vraiment un ? On sait que Alicent, depuis le début, a toujours été dans une optique d'être la plus juste moralement. Et d'ailleurs, on voit que c'est quelque chose qui définit un peu toute la maison Hightower dans House of the Dragon. Ils essayent d'avoir, en fait, l'ascendant moral, l'ascendant religieux, etc. Et c'est aussi quelqu'un qui, à travers l'influence de son père Otto, même s'il l'utilisait pour des raisons politiques, et de son mari, le roi Viserys, a appris que la paix du royaume, ça importe vraiment. Et autant Alicent que Rhaenyra sont deux personnages qui déjà sont profondément liés, les gens semblent souvent l'oublier quand même, mais qui en plus se comprennent à un niveau que aucun autre personnage en fait ne se comprenne au sein de la Danse des Dragons. Et c'est d'ailleurs un des thèmes des livres, c'est que même si elles arriveraient à se rabibocher, ce qui n'est pas le cas dans les livres, dans tous les cas la haine a passé à leurs enfants qui sont incapables du coup de connaître autre chose en fait. Mais encore une fois, Alicent et Rhaenyra, ce sont les deux seules personnes qui savent exactement comment le conflit a commencé, et qui savent exactement ce qui en fait qu'il faut maintenir la paix et aussi leur amitié. C'est quand même déjà fou de se dire que l'avenir de tout un royaume dépend de l'amitié, ou de l'amour, ça dépend comment vous le prenez, entre deux personnes. Et donc voilà, quand on prend tout ça en compte, est-ce que c'est vraiment si irréaliste que ça qu'elle serait capable d'abandonner Aegon et Aemond, de dire basiquement à Rhaenyra, ok, tu peux les faire exécuter, et moi je pars avec ma fille qui est innocente et ma petite fille, qui l'est encore plus, vivre en gros dans les cités libres. Je suis désolé, mais en soi ça fait sens pour le personnage d'Alicent. Je veux dire, son fils, Aegon, non seulement c'est un violeur, un alcoolique, un incompétent et au final un antagoniste des plus détestables au niveau moral, en plus il est déjà concrètement mort, vu qu'avec ses blessures, c'est sûr qu'il ne survivra pas longtemps, je pense qu'Alicent le sait, donc déjà, abandonner Aegon ce serait plus comme débrancher la machine, on va dire. On pourrait même considérer que de la part de sa propre mère, c'est un acte de pitié plus que d'autre chose. Et ensuite, on a Aemond, qui Aemond est encore pire qu'Aegon. C'est un meurtrier, c'est un parricide, c'est un maniaque génocidaire. Parce que même si ils l'ont montré que pauvrement dans la série, je rappelle qu'il a déjà brûlé une ville entière simplement parce qu'il le prouvait. Il a quand même aussi essayé de tuer son propre frère, juste pour s'emparer du trône. Et maintenant, il y a cet aspect incestueux à sa personne, qui je pense que Alicent, vu qu'elle est arrivée aussi facilement à le manipuler pour le convaincre d'aller à Harrenhal, je pense qu'elle le connaît depuis assez longtemps pour comprendre que c'est quelque chose qui habitait depuis longtemps en lui. Donc oui, ça peut absolument se comprendre, et ça veut pas dire que c'est un choix qui est facile pour elle, qu'elle puisse se dire, peut-être que pour le bien du royaume, et même pour mon propre bien et pour le bien de ma famille, Aemond et Aegon, il faut s'en débarrasser. C'est pas un choix qui est inimaginable. Et Alicent, c'est pas Cersei Lannister non plus. Donc pour moi, je pense que c'est des choses qu'il faut complètement intégrer aujourd'hui. Et tout ça, c'est pas pour dire que le plot de la série est parfait. Il y a des choses qui manquent. Mais c'est comme pour l'exemple de l'intégration de Mélor dans la série. Parce qu'il fallait pas se faire d'illusions. La scène de feu et sang, jamais elle ne se serait passée exactement comme dans les livres. C'est trop brutal pour faire passer ça et vendre ça à des audiences générales. Je veux dire, il faut quand même pas oublier un truc, c'est que pour l'instant, House of the Dragon, c'est une série qui s'inscrit dans une industrie. Et oui, on peut argumenter que artistiquement, tout ça, ça devrait pas exister, mais n'empêche que c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, et il faut quand même réaliser qu'à une certaine époque, ça aurait été un rêve, ça aurait été une fantaisie d'avoir une série avec, en gros, des dragons à tous les épisodes, quoi. Je vous rappelle que tout ça, ça coûte des blindes. Mais bon, voilà, je voulais parler de ça parce que je pense que les thèmes qui ont été évoqué dans cet épisode faisait ressortir ce débat qui est vraiment séditieux et qui se terre sous chaque conversation que vous pouvez avoir sur House of the Dragon en général. Je suis relativement sûr qu'il y aura pas mal d'entre vous qui auront des avis plutôt tranchés sur la question.
Mais en soi, je veux bien les entendre du moment que c'est pas du bullshit complet, parce que bon, en 2026, hein, c'est un peu à la mode de détester des trucs juste pour détester des trucs. Hein. Mais sinon, je vous retrouve pour le 2e épisode la semaine prochaine. Et ouais, ciao ciao.